Ils ont pris une rêveuse lucide expérimentée qui peut faire donc absolument ce qu'elle veut dans ses rêves. Elles lui disent ok, quand tu deviens lucide dans ton rêve, tu nous fais le signal qui permet de savoir que tu rêves. Donc le signal en fait c'est un signal oculaire comme ça. Imaginons que là je suis en train de rêver et que je fais comme ça. Les scientifiques qui m'étudient vont voir à l'électrooculagramme que j'ai ce signal là qui se fait. Et comme c'est un signal qui n'arrive jamais, en fait c'est le signe que je suis conscient. Elle doit faire un signe quand elle devient lucide, quand elle commence à coucher avec le mec qu'elle fait apparaître et au moment où elle a un orgasme. Et donc en fait ils lui ont mis des capteurs partout pour voir et on voit que les muscles se contractent de la même manière, que ce soit pendant l'acte et au niveau de l'orgasme aussi. Donc on a vu que l'activité sexuelle est possible aussi. Je m'appelle Stéphane Carapel, je suis kinésithérapeute, j'ai fait un master de spécialisation en recherche dans les rêves lucides et l'hypnose. Je suis un rêveur lucide, ce qu'on appelle spontané, donc j'arrive à contrôler mes rêves. En plus c'est des sujets un peu touchy parce que c'est le moment où on se dit le rêve lucide je veux bien y croire, l'hypnose on opère des gens donc je veux bien y croire. Par contre là il me parle d'un truc où on va dans une autre pièce, c'est complètement fou le gars. Le jour où ils arriveront à faire des études là-dessus, ce sera une nouvelle étape parce que c'est les mêmes quoi? En fait, ils ont fait une étude où ils ont demandé. Voilà. C'est pas grave. Aujourd'hui, émission passionnante, vous allez voir. Je reçois Stéphane Carapel, spécialiste de la conscience, expert en rêve lucide et hypnose. À la fin de cet épisode, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre conscience et de vos rêves. Bonjour Stéphane. Salut Benito. Écoute, c'est un plaisir en tout cas de te recevoir. Ma première question, comme d'habitude, c'est est-ce que tu pourrais te présenter en 2-3 mots? Donc, je m'appelle Stéphane Carapel, je suis belge, tout comme toi. Enfin, toi, tu viens de Bruxelles, moi, je viens de Liège. Et donc, de base, on va dire que je suis kinésithérapeute. J'ai fait la kinésithérapie en faculté de médecine à Liège, l'université de Liège. Et ensuite, j'ai fait un master de spécialisation en recherche dans les rêves lucides et l'hypnose. De base, on va dire, je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour parler de rêves lucides. Et donc, je suis un rêveur lucide, ce qu'on appelle spontané. Donc, j'arrive à contrôler mes rêves depuis que je suis tout petit. Et voilà, je fais pas mal d'hypnose dans mon cabinet, je donne des conférences et des formations sur les rêves lucides et l'hypnose. Et je travaille à l'hôpital aussi pour des patients qui ont des douleurs chroniques. Enfin, je fais pas mal de choses, mais je sais pas ce que je dois dire, si c'est bon comme ça. C'est très bien. Toi, t'es un expert du coup en rêve lucide. Ouais. Déjà, qu'est-ce qu'un rêve lucide pour les gens qui ne savent pas? Donc, un rêve lucide, c'est un rêve dans lequel on est conscient du fait qu'on rêve. Et avec cette conscience vient en général la capacité de contrôler le rêve et de modifier le scénario un peu comme on veut. Ça, c'est la version très simple. Donc, on prend le contrôle complet de nos rêves. Comment on met en place ça? Il y a des techniques. Il y a donc, comme je dis souvent, il y a 3 étapes pour apprendre à contrôler ses rêves. Première étape, c'est d'augmenter le nombre de rêves que l'on fait chaque nuit. Parce que si on ne se souvient pas de ses rêves classiques tout court, on ne va pas se souvenir de ses rêves lucides non plus. Et donc ensuite, une fois qu'on fait un certain nombre de rêves par nuit, on peut commencer les techniques pour induire le rêve lucide, donc pour réussir à prendre conscience pendant qu'on rêve qu'on est dans un rêve. Et donc là, il y a après ça d'autres techniques pour apprendre à contrôler et faire ce qu'on veut. Parce que devenir conscient dans son rêve, c'est une chose, mais réussir à contrôler et modifier le scénario exactement comme on veut, c'est encore une autre. Et donc voilà un peu comment on met en place tout ça. Mais c'est vrai que ça sert beaucoup parce que, par exemple, je sais qu'au niveau des rêves lucides, on peut vaincre une phobie aussi en reprenant le... Est-ce que c'est possible ça? Alors, vaincre une phobie, je sais pas. Je sais qu'il y a eu une étude sur les rêves lucides et les phobies où on voit que faire des rêves lucides et se confronter à l'élément qui déclenche la peur dans son rêve, donc volontairement, imaginons que ici je suis pas en face de toi en train de faire ce podcast, mais je suis dans un rêve et que en fait le rêve veut que je sois en face de toi. Imaginons que là maintenant je me rends compte que je suis dans un rêve, je peux faire apparaître le monstre ou le truc qui me fait peur, et le fait de m'y confronter dans un environnement sécure où je sais que je suis en sécurité, qu'il peut rien m'arriver et où je peux faire absolument ce que je veux, et bien en fait ça va diminuer ma peur, ma relation à tout ça. Et dans l'étude on a vu que plus la peur est grande de base, plus il va y avoir une diminution. Pour les gens qui ont une petite peur, dans ces cas-là, c'est pas on va dire c'est pas significatif la diminution de la charge émotionnelle. Et ça nous permet quoi de faire des rêves lucides? On n'a qu'une heure. Hein. On n'a qu'une heure, mais on essaie de faire beaucoup. Alors ça sert à plusieurs choses. Premièrement, je dirais pour le côté ludique qui va intéresser beaucoup de personnes parce que donc on peut voler, on peut faire plein de trucs dans ses rêves, absolument tout ce qu'on veut. La seule limite c'est l'imagination. Je dirais pour l'aspect créatif aussi parce qu'on peut faire donc apparaître des gens dans ses rêves pour discuter avec eux, avoir de nouvelles idées parce qu'au final on discute avec des projections de notre inconscient. Et ensuite il y a le côté thérapeutique. Donc pour les cauchemars, on a dit il y a des études mais c'est pas encore hyper connu pour la douleur. En fait si on transforme une douleur ou la sensation de douleur dans son rêve, on peut avoir après un transfert vers la vie éveillée. Et il y a également pour les sportifs, donc les sportifs qui s'entraînent et tous les mouvements qu'ils vont faire dans leur rêve, l'intégration motrice va être la même que si jamais ils faisaient en fait ce mouvement dans la vie éveillée. Et donc il y a un transfert de gain en termes de contrôle moteur, etc. Donc on peut pas, à mon sens, on peut pas développer du muscle vraiment en termes d'hypertrophie en travaillant ça avec le rêve lucide. Mais par contre, il y a une étude que j'aime bien prendre en exemple, c'est avec des personnes qui lancent des fléchettes pour voir s'ils vont être plus précis, augmenter leur gain après dans la vie éveillée en s'étant entraînés à lancer des fléchettes dans leur rêve. Là, effectivement, on voit qu'il y a une amélioration
amélioration des performances. C'est de la visualisation en fait en amélioré. Ouais, c'est ça. C'est de la visualisation en amélioré. C'est pour ça que je m'intéresse aussi beaucoup à l'hypnose, parce que déjà, l'hypnose est une forme d'imagerie mentale plus poussée. On le voit à l'imagerie. Le rêve lucide, alors, est-ce que c'est plus efficace que de l'hypnose? Je sais pas. En tout cas, plus efficace que de l'imagerie mentale, oui. Et ça a l'avantage que ça ne prend pas de temps sur la vie éveillée, puisqu'on peut faire ça le soir en dormant. Et on va revenir tout à l'heure parce que on peut faire des trucs de fou, on peut même optimiser son état d'esprit, on peut s'améliorer, ça on va revenir un peu plus tard. Tout le monde rêve et je pense que chacun d'entre nous a déjà vécu ce rêve où on est lent, etc. Il y a des genres de rêves comme ça qui reviennent souvent. Qu'est-ce que ça dit de nous, ces rêves? Alors, la symbolique des rêves, j'ai un peu personnellement du mal avec ça. Okay. Parce que pour moi, il y a quelques thématiques qui ont une explication. Par exemple, celle que tu décris, les gens qui, quand soit on a l'impression imaginons de courir sur place, oui, ça peut être en lien, ça, avec le fait que pendant les phases de sommeil, on a une atonie musculaire, donc une baisse du tonus musculaire, du retour musculaire, et même pendant certaines phases, une paralysie complète des muscles, de la plupart des muscles. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si on rêve qu'on court, comme il n'y a pas réellement de mouvement qui est fait et que c'est le cerveau qui doit le simuler en envoyant des signaux aux muscles, comme le corps est un peu paralysé, il peut y avoir cette impression qu'on est bloqué et qu'on n'arrive pas à courir. C'est pareil pour les personnes qui ont l'impression de chuter quand on rêve qu'on chute. Ça peut être en lien également avec le fait de justement cette baisse de tonus musculaire, de déconnexion, on va dire, par rapport aux muscles, qui ferait que ça se mettrait en fait, ces stimulations s'articuleraient autour d'un scénario où on se verrait tomber. Et le plus évident pour moi, que je trouvais intéressant, parce que peu de gens le savent, mais si on rêve qu'on s'étouffe d'une manière ou d'une autre, donc qu'on se noie ou autre chose, c'est potentiellement parce qu'on fait une apnée du sommeil. Et donc l'apnée en fait dans le sommeil va, on va dire, devenir un scénario où on se noie, où on s'étouffe d'une manière ou d'une autre. Et donc dans ces cas-là, la symbolique, elle existe à mon sens parce que c'est une interprétation directe des stimuli. Mais par exemple, tous ceux qui disent quand on perd ses dents, ça veut dire quelque chose, ou quand on voit un chien, ça veut dire ça. En fait, comme il y a beaucoup de différences entre les cultures et même dans une même culture du rapport d'une même personne à un chien en fonction de si on a peur du chien ou si on aime bien les chiens, dans ces symboliques-là, c'est un peu compliqué. Donc voilà où je mettrais le curseur. Ok. Toi, t'es un expert, mais t'es un pratiquant aussi de rêve lucide. Ouais. Quel est ton rêve lucide le plus marquant? Mon rêve lucide le plus marquant, je dirais que c'est le premier. En fait, parce que j'en ai toujours fait, donc depuis que je suis petit, j'ai eu la chance d'en faire. Enfin, la chance, je sais pas, parce qu'au début c'était un peu bizarre et que tout le monde me disait, qu'en fait c'était normal, et donc j'arrivais pas trop à en parler parce que quand j'essayais d'expliquer à quel point c'était un truc de ouf, les gens ne m'écoutaient pas ou me prenaient pour un fou. Mais aujourd'hui, donc on sait que c'est prouvé scientifiquement, on sait que vraiment on peut contrôler ses rêves. Je dirais que mon rêve le plus fou, c'est le premier où j'ai vraiment réussi à contrôler et à rester dedans pendant longtemps. Parce que le gros problème en fait des rêves lucides, c'est que de rester dedans, c'est un peu compliqué. Donc il y a des techniques pour ça, mais quand on les connaît pas, on va avoir tendance à rester dans son rêve pendant, je sais pas, 30 secondes, 1 minute, c'est déjà bien. Okay. Et donc en fait, c'est un peu chiant. D'ailleurs, moi je m'étais dit au tout début, bon voilà, ok, le rêve lucide c'est bien, mais si jamais je peux rester dedans que 30 minutes, que 30 secondes à 1 minute, ça sert à rien, bon, parce que tous les efforts que ça demande pour en faire, bon voilà. Et du coup, mon premier rêve qui a duré 20 minutes, là celui-là il m'a vraiment choqué. Si tu veux, je peux te le raconter. Je sais pas carrément, on est là pour ça. Donc en fait, je fais des rêves lucides, je m'entraîne depuis un moment à ça. Parce qu'en fait, donc j'ai découvert que quand j'avais autour de la vingtaine, que ça existait vraiment et que c'était un style de rêve particulier. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je vais dormir, et à ce moment-là, je faisais déjà plein de rêves lucides, mais des cours. Et en fait, une nuit, je vais dormir en me disant, c'est bon, aujourd'hui, j'arrête les rêves lucides parce que c'est de la merde, ça dure que 30 secondes, donc ça m'énerve de... Voilà, ok, c'est bien, j'avais déjà fait plein de trucs et tout, mais si ça dure que 30 secondes, voilà. Et donc en fait, il y a une nuit où je vais dormir. Et là, ce qui se passe, c'est que je fais un rêve lucide à nouveau, par hasard, et tout s'assombrit. Tout s'assombrit d'un coup, donc le rêve se déstabilise et je me réveille. Donc là, je me dis, bon, bah voilà, j'ai fait un rêve lucide, il a duré quelques secondes, comme d'hab, bon voilà. Je suis un peu déçu, mais je me lève et je fais ma vie normalement. Et en fait, donc je descends les escaliers de chez moi. À ce moment-là, j'étais toujours chez mes parents, du coup. Je descends, je me retrouve dans le salon où je vois mes parents en train de parler avec le voisin. Sauf qu'ils étaient un peu bizarres, ils étaient en fait figés l'un en face de l'autre comme ça. Et en fait, je regarde par la fenêtre, je vois qu'il neige, sauf qu'on est en juillet. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'essaie de leur parler, ils répondent pas. Et là, je regarde mes mains et je vois que j'ai pas du tout 5 doigts. Parce que donc on dirait, mais dans les techniques pour faire des rêves lucides, il y a ce qu'on appelle les tests de réalité. C'est les tests qui ont un résultat différent en fonction de si on les fait quand on est réveillé ou quand on est endormi. Et donc là, je regarde mes mains. Si on regarde nos mains, donc là maintenant, on a tous 5 doigts normalement, avec des mains plus ou moins normales. Normal, voilà. Et par contre, dans nos rêves, ce sera pas le cas. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que je regarde mes mains, je vois que
je sais plus combien de doigts. Et là, en fait, je réalise que j'ai fait ce qu'on appelle donc un faux réveil. Un faux réveil, c'est un rêve dont le scénario veut qu'on croit qu'on se réveille. Je sais pas si toi, ça s'était déjà arrivé ou pas, Non. ça. Non. De confondre la réalité, de penser qu'on est dans la réalité et qu'en fait on est encore dans un rêve. Ouais, mais surtout d'avoir un rêve où le scénario, c'est qu'en fait, tu te lèves de ton lit, tu fais ta vie et puis tu recommences dans ton lit après. Ah non, ça m'est pas arrivé Non, ça. ok. Bah ça s'appelle un faux réveil, c'est assez ouf. Et donc moi, c'est ce qui m'était arrivé. Et en gros, là, je réalise que je suis dans un rêve. Et donc, je commence du coup à toucher le décor, à vraiment faire... à me concentrer sur le décor. Je me dis, mais what the fuck, c'est un truc de fou, à quel point tout est identique à si j'étais réveillé, avec le même niveau de détail. Et donc, de là, je sors, je m'envole, je teste des trucs, je réatterris, je retouche encore le décor, parce que je me dis, c'est pas possible, c'est tellement réel. Et là, dans ce rêve-là, là où avant, ça durait toujours, on va dire, quelques secondes, voire une minute max, bah là, je reste 20 minutes. D'ailleurs, je dis, j'ai toujours voulu rester plus longtemps dans le rêve, et là, je me dis, bon, bah ça y est, j'ai voulu rester longtemps dans le rêve, ça y est, je suis bloqué. Voilà, alors, je me dis, mais what the fuck, et du coup, là, j'arrive à me réveiller, finalement. Mais c'est vrai, mais on peut rester bloqué dans un rêve lucide. Non, on peut pas. C'est vrai que c'est une peur, c'est une croyance. Il y a eu des vidéos sur TikTok où les gens en parlent, mais en fait, c'est impossible. Il y a quelque chose, où, si tu pareil, on en parlera après, mais donc c'est ce qu'on appelle des chronosonges. En fait, on a décidé de l'appeler comme ça parce que ça n'avait pas de nom, mais c'est des rêves où le temps dans le rêve est beaucoup plus long que le temps où tu es éveillé. C'est-à-dire que tu vas dormir 8 heures et par exemple, tu vas avoir un rêve qui dure 3 jours, une semaine, des mois, des années, des fois. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, on peut se dire qu'on est bloqué et qu'on reste des années dans le rêve, mais en fait, pas du tout, parce que dans ces rêves-là, pour qu'il y ait ce paradoxe un peu temporel, c'est obligatoirement un rêve classique. C'est-à-dire que dès qu'on devient lucide, à partir du moment où on devient lucide, en fait, ce qui se passe, c'est que le temps dans le rêve devient linéaire par rapport au temps dans la vie éveillée. Et donc, dans un rêve lucide, on ne peut pas rester coincé, et dans un rêve classique, même s'il s'écoule très 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 longtemps et qu'on vit un épisode comme ça, un rêve comme ça, on ne se rendra compte que quand on se sera réveillé. Donc on peut pas rester bloqué, comme on peut pas rester bloqué sous hypnose non plus. Voilà. Mais ça, c'est un truc fou parce que ça ouvre un champ de possibilités quasi infini, le fait de contrôler ses rêves et d'avoir comme seule limite l'imagination. Ah ouais, imaginons pour intellectuellement, si je veux discuter avec un personnage historique intellectuel, est-ce que je peux faire ça? Et comment la personne, elle est comment expliquer le personnage historique que j'ai en face, si c'est un grand intellectuel, il va être limité par ma propre pensée ou il va pouvoir me répondre sur des choses que je ne sais pas? Ça c'est intéressant, c'est une très très bonne question parce que j'aurais tendance à te dire que ce que tu ne sais pas actuellement et ce que tu, on va dire, sauras demain, en fait peut-être qu'il n'y a pas spécialement d'informations qui vont se passer entre aujourd'hui et demain qui vont faire que tu auras de nouvelles connaissances, que tu peux simplement avancer dans ta réflexion, tout simplement. Et donc en fait tu pourrais avoir une projection de toi-même que tu fais apparaître comme une figure intellectuelle que tu connais, et donc cette personne va venir par exemple t'expliquer des choses, et parce qu'elle t'aura dit des phrases dans un certain ordre, tu vas débloquer des connaissances, faire avancer ta pensée. Est-ce qu'on peut savoir des trucs qu'on ne sait pas vraiment? Moi un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui du tableau périodique des éléments, tu vois, le tableau avec voilà, qui a fait faire des cauchemars à tout le monde. Et ben donc ce tableau périodique des éléments, donc le professeur Mendeleïev, donc l'histoire comme on la raconte, c'est qu'en fait il ne savait pas comment mettre tous les éléments dans un tableau, et qu'il travaillait là-dessus depuis longtemps. Et en fait un soir il va dormir, et il dort là-dessus comme on dit, et dans son rêve il voit le tableau périodique, et en fait il le voit assemblé comme on le connaît aujourd'hui. Donc il se réveille, il dessine, il fait le tableau, et le tableau qu'on connaît aujourd'hui il l'a vu dans son rêve. Donc son inconscient a assemblé, on va dire a assemblé ça tout seul. Et c'est pareil pour Paul McCartney, qui du coup a entendu la musique Yesterday des Beatles dans ses rêves. Il y a eu aussi James Cameron qui dit qu'il a vu l'Avatar dans ses rêves. Donc en fait c'est comme si les rêves boostaient la créativité d'une certaine manière. Donc là c'est des rêves qu'ils ont fait de manière aléatoire, un peu au hasard. Ils vont dormir et puis ils ont ce rêve là. Avec le rêve lucide, ce qui est bien, c'est qu'on peut provoquer ça du coup sur demande, parce que tu peux dire ok, ben lui je vais te faire apparaître, explique-moi comment faire Moi j'ai découvert une technique d'hypnose comme ça, une technique d'hypnose en kiné respiratoire, plus compliqué, mais donc on peut découvrir des choses comme ça. Ouais. Mais c'est un cheat code en fait. Ouais, c'est vraiment cool. C'est carrément. Imaginons on est étudiant, c'est une façon phénoménale de pouvoir mémoriser pendant son sommeil ce qu'on a étudié pour des contrôles par exemple. Oui, mémoriser oui, parce qu'on pourrait demander à quelqu'un de nous faire répéter la leçon. Ouais, c'est ça. Maintenant par contre c'est pas possible de lire dans les rêves. Donc il faudrait faire apparaître quelqu'un qui nous dirait, qui nous expliquerait. C'est ça. C'est un truc de fou. Ouais. Au niveau comme ça des choses qu'on peut faire pendant son rêve, c'est nos limites. Nos limites. Mais du coup, ça pose une question morale. C'est vu que je peux faire ce que je veux, si j'ai des mauvaises intentions, est-ce que je peux par exemple tuer quelqu'un dans mon rêve pour assouvir une vengeance? C'est fou ça. C'est possible. En fait, je pense d'ailleurs. Alors, c'est mon ami Poisson Fécond qui parlait avec une femme qui était docteur en criminaux, qui avait étudié un peu les rêves aussi parce que ça s'intéresse à tout ça, qui expliquait que d'ailleurs chez les tueurs, etc., dans les jours avant la réalisation
réalisation de l'acte, etc., de tuer, et ben il rêvait de le faire. Donc est-ce que c'est parce qu'il planifiait, donc la planification c'est une forme d'incubation qui va se retrouver dans le scénario onirique, peut-être. J'ai pas tellement d'infos là-dessus, mais oui, on peut faire absolument ce qu'on veut en fait, donc vraiment aucune limite, l'imagination. On va rentrer un peu plus tard dans le sommeil, hein, tu vas donner plein de conseils et tout pour qu'on puisse maîtriser notre sommeil, rentrer en sommeil profond, bien dormir, c'est très important. Mais juste avant, pour continuer un peu dans cet état d'esprit de rêve lucide, on a vu le côté négatif, il y a le côté positif. Sur le développement mental, on peut se développer mentalement aussi, c'est les sportifs de haut niveau utilisent aussi ces rêves lucides. Ouais, il y a de plus en plus d'études sur des sportifs justement qui s'entraînent dans leur rêve pour avoir justement ces gains dans la vraie vie, pour différentes raisons. Moi, je pense que à l'heure actuelle, ce qui est un peu compliqué avec le rêve lucide, c'est l'induire. C'est-à-dire que si on n'est pas très motivé, si on commence pas à faire toutes les étapes, etc., en fait, c'est quand même pas quelque chose qui est facile à induire si on n'a pas déjà des facilités. Moi, perso, j'ai pas du tout de facilité. Enfin, je connais des personnes, parce qu'avec tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, j'ai des personnes qui me contactent, et puis on a déjà fait pas mal de recherches là-dessus. Il y a des gens, ils font des rêves lucides tous les jours. C'est un peu leur mode par défaut. C'est-à-dire, d'après une méta-analyse, il y a 55% de la population qui a fait au moins un rêve lucide dans sa vie, et sinon il y a 23 ou 28%, je sais plus, des gens qui en font fréquemment, c'est-à-dire au moins une fois par mois. Donc c'est quand même beaucoup. Et en fait, après ça s'apprend pour en faire de plus en plus. C'est vrai que moi, par exemple, si je ne m'entraîne plus, je vais plus en faire. C'est-à-dire quand je m'entraîne plus, j'en fais genre peut-être 1 ou 2 par mois, mais je vais pas en faire comme quand je m'entraînais à fond, plusieurs par semaine ou plusieurs toutes les 2 semaines. Ça, c'est un peu le bémol par rapport au rêve lucide. Je pense que quand on aura des techniques d'induction qui faciliteront, comme avec de la technologie, donc soit de la stimulation électrique transcrânienne ou des choses comme ça, je pense que ce sera... alors, je dis ça comme ça, mais ça veut pas dire que c'est au courant électrique qu'on balance, c'est totalement normal, hein. C'est un truc qu'on utilise beaucoup même en médecine, mais donc il y a vraiment plein de technologies. Là, on parle même d'envoyer des petites vibrations via une montre quand on voit que la personne est en sommeil paradoxal, mais du coup, je pense qu'à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile, parce que pour le moment, pour certaines personnes, je crois que l'effort à mettre dedans, ça peut les refroidir un peu, alors que le gain est complètement ouf. Parce que tu parles d'entraînement. Si moi, par exemple, qui n'y connais rien, je veux rentrer en rêve lucide demain, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? En fait, pour moi, donc la première étape déjà, c'est de commencer à écrire tes rêves le matin, quand tu te réveilles. Le mieux encore, c'est si la nuit tu te réveilles avec un rêve, c'est de les écrire, parce que en fait, donc il faut augmenter le nombre de rêves que tu vas faire chaque nuit. En faisant ça, une fois que tu fais un rêve par nuit au moins, tu peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est d'utiliser les techniques pour induire le rêve lucide. Pour moi, il y en a 2 qui au début fonctionnent très bien. Premièrement, c'est ce qu'on appelle donc les tests de réalité. Ça va être de faire des tests, comme je dis, donc la journée, tu regardes tes mains 20, 30, 40 fois, et en fait, à force de le faire la journée, tu vas faire ça dans ton rêve. Donc la journée, je vais regarder plusieurs fois mes mains, je vais voir que j'ai 5 doigts et que là, mes mains, donc elles sont normales. Je vais faire pareil dans mon rêve pour finir, à force de le faire autant de fois la journée. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que par réflexe, dans mon rêve, je vais voir que j'ai 6, 7 doigts, ou que j'ai un trou au milieu de ma main, ou ma main est pas normale. Et ça, en fait, le fait d'avoir cette vision-là, de voir ça, ça va déclencher la lucidité. Parce qu'il y a 2 moyens de faire des rêves lucides, enfin en tout cas 2 voies d'accès aux rêves lucides globalement. Il y a ce qu'on appelle donc les DILD, c'est des rêves lucides où on va faire un rêve classique, et puis d'un coup, dans le rêve classique, on va se rendre compte qu'il y a une incohérence ou quelque chose, et ça va nous faire nous rendre compte qu'on rêve, donc remettre un élan de lucidité, un élan de conscience dans le rêve. Et donc, je parlerai de l'autre façon de le devenir après. Et donc ça, avec les tests de réalité, ça fonctionne très bien. Il y en a un autre aussi que moi j'aime beaucoup, parce que je le faisais avant de regarder mes mains comme ça, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un petit peu déplacé socialement, parce que moi, quand j'étais avec mes amis au tout début, j'étais en soirée, puis d'un coup, je faisais des trucs comme ça et tout, je dis, Stéphane, qu'est-ce que tu fous avec tes mains et tout, donc voilà. Et donc là, maintenant, un que j'aime beaucoup, c'est de pincer le dé et de respirer par le nez. Donc si je le fais maintenant, l'air ne passe pas. Dans mon rêve, si je fais ça, l'air il passe quand même. Donc pareil, c'est un peu, on va dire, du conditionnement, mais à force de le faire la journée, la nuit, quand je vais le faire, je vais répéter la nuit ce que je fais la journée, donc la nuit je vais faire ça. Ça, en fait, ça fonctionne très bien, mais ça fonctionne au début, parce que cet effet de conditionnement, à terme, ne fonctionne plus, et c'est pour ça qu'en général, c'était le piège dans lequel j'étais tombé, mais il y a une solution que j'expliquerai après. En fait, au début, je faisais beaucoup de rêves lucides grâce à ça, parce que je me conditionnais à fond, je faisais 30-40 tests de réalité par jour, et puis en fait, un jour, j'en fais plus, parce que mes tests de réalité, soit je les fais plus, soit je regarde mes mains, mais en fait, ça fonctionne pas, ça déclenche plus la lucidité, alors que j'ai 6 ou 7 doigts, ce qui n'a aucun sens. Et donc ça, c'est une première technique au début, c'est vraiment ce conditionnement, donc de répéter ça la journée à fond. Une deuxième technique, c'est ce qu'on appelle donc la technique Wake Back to Bed. Donc c'est une interruption de sommeil. Donc en fait, c'est WTB, Wake Back to Bed. On met une alarme pour se réveiller après 5 ou 6 heures de sommeil. Et donc en fait, on va rester réveillé, on va dire
5 à 10 minutes. Donc on se réveille, on va aux toilettes, boire un verre d'eau, on retourne se coucher dans le lit. Et là, on va juste mettre son intention sur le fait de vouloir faire des rêves lucides cette nuit. L'interruption de sommeil, c'est le wake back to bed. C'est vraiment couper son sommeil à ce moment précis. Si on voit que si on coupe après 4h30, ça n'a pas la même efficacité en termes de résultats, en termes de stats. Et donc ça, c'est l'interruption de sommeil, c'est le wake back to bed. Et c'est couplé à la technique de mettre son intention. Cette technique-là, elle s'appelle la technique MILD. Et donc en fait, on met son intention sur l'envie de vouloir se souvenir que les prochaines images qu'on va voir, ça va être un rêve. Okay. Voilà. Donc en fait, donc je fais un rêve où je sais pas, je suis ici par exemple. Je me réveille, en fait, je me retrouve dans mon lit. Ok, je vais aux toilettes, je bois mon verre d'eau, je retourne me coucher, je me mets dans mon lit, je ferme les yeux, je me concentre. Ok, là, je vais peut-être retourner dans mon rêve ou faire autre chose. La prochaine fois que je vais voir Benito, ça voudra dire que je suis dans un rêve et donc je vais retourner dans le rêve et je vais te voir et je fais ok, en fait, j'ai abaissé mon seuil d'esprit critique, ce qui fait qu'en fait, là, quand je vais te voir, je vais être en mode ok, je te revois, comme j'avais dit, c'est un rêve et donc là, je vais savoir que je rêve et je retourne dans mon rêve en déclenchant cette lucidité. Ça, c'est, on va dire, les 3 techniques au début qui fonctionnent très bien. Ça, tout le monde le fait, ça. Je pense que ça arrive à tout le monde, à chacun d'entre nous. Quand on se réveille et qu'on retourne là comme ça, pas forcément qu'on retourne, mais qu'on veuille retourner. Quand on a un rêve sympathique, par exemple, on est multimillionnaire au bord d'une plage, tout nous sourit, la vie nous sourit, et puis d'un coup on se réveille, on se dit mince, la vie nous sourit pas tant que ça. On a envie de retourner dans ça. C'est souvent des envies d'aller aux toilettes, c'est souvent ça qui nous coupe dans le sommeil. Moi, ça m'est arrivé personnellement, mais je pense que ça arrive à tout le monde de vouloir retourner comme ça dans le rêve. Moi, ça marche pas. En fait, parce que c'est très dur, surtout au réveil comme ça. En fait, ça demande un véritable équilibre, on va dire, dans la, maîtrise de sa conscience, c'est vraiment pour vulgariser. Okay. Parce que en fait, si on n'arrive pas à se relaxer assez, parce qu'on veut vraiment retourner dedans, donc on force, on est en mode en fait, on va être trop activé, donc on va rester éveillé. Et si jamais, en général, c'est quand on s'en fout, on ferme les yeux, pouf, on se rendort, là, on n'est plus du tout dans le rêve et on va dire, on retourne vraiment dans ce côté où soit on est dans un rêve classique, soit on rêve pas. Et en tout cas, on se souvient pas de son rêve. Donc oui, il y a vraiment on va dire, c'est une maîtrise, c'est un apprentissage pour réussir. Et donc là, en fait, comme je disais, il y a 2 types de rêves lucides. Il y a ceux où on va arriver dans son rêve classique et on va déclencher la lucidité. Ça s'appelle les DILD. Et quand on devient plus expert, il y a une autre technique, c'est de s'endormir consciemment. Donc en fait, on ne perd à aucun moment sa conscience, entre guillemets. Je vais dire le mot conscience parce que mon premier travail à l'université, c'était justement sur la caractérisation de la lucidité. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est vraiment. Parce qu'on parle de conscience et de contrôle, mais en fait, il y a la mémoire qui intervient aussi. Il y a plein d'autres paramètres et on se rend compte que c'est un continuum. Donc je dis ça pour vulgariser. Mais voilà. La conscience, mais bien sûr, parce que après, même moi, je comprenais plus. Voilà, c'est pour que je suive. Parce que je suis trop passionné, j'ai trop envie de parler par là. Je trouve que c'est trop important que les gens sachent ça. Mais c'est trop génial. Donc là, ici, cette deuxième technique, c'est de retourner avec sa conscience dans son rêve. Donc qu'est-ce qui se passe? On ferme les yeux et donc en fait, on apprend à appréhender ces pseudo-hallucinations. Parce qu'au final, donc, le rêve n'est qu'une hallucination créée par le cerveau. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on passe de l'éveil au rêve, à l'endormissement, on passe par cette phase hypnagogique, comme on dit. C'est en fait le moment où, les gens l'ont sûrement déjà eu, c'est quand on ferme les yeux, on commence à avoir soit directement des images pour ceux qui ont des facilités, mais soit des fois juste une pensée qui se fluidifie. Alors faire le positif ou le négatif, parce que c'est aussi le problème des ruminations et ce qui bloque l'endormissement. Mais du coup, le fait de fermer les yeux, d'avoir ces images qui apparaissent, et en fait, plus on va vers l'endormissement, plus ces images vont se complexifier, et puis à la fin s'articuler autour d'un scénario, ce qui donne le rêve. Et donc, quand on fait ça au premier endormissement, en général, on a juste des petites images ou des flashs, etc., une pensée qui se fluidifie, puis après, ça se perd et on récupère, on va dire, le rêve qu'après, quand on arrive dans des phases où c'est plus facile de s'en souvenir. Mais si on se réveille le matin, comme en fait, on va dire que le plus facile pour se souvenir de ses rêves, c'est de s'en souvenir quand on se réveille d'une phase de sommeil paradoxal. Paradoxal ou sommeil REM, c'est la même phase. C'est juste que paradoxal, c'est quand ils l'ont découvert ici en francophone, et REM, c'est quand ils l'ont découvert au niveau anglophone. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va se réveiller le matin. Comme la deuxième partie de la nuit vers le matin est plus riche en sommeil REM, on a plus facile de se souvenir de ses rêves à ce moment-là. Donc on se réveille, on a un rêve, on ferme les yeux. Et donc là, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de jouer avec ces images qui se reconstruisent au fur et à mesure qu'on redescend vers le sommeil, qu'on rajoute de la relaxation, qu'on se relaxe tout doucement. Et donc en fait, à ce moment-là, on arrive à se rendormir tout en gardant sa conscience. Et donc là, ça se transfère directement. Et c'est assez ouf parce qu'on sent, en fait... Moi, je l'ai fait quelques fois maintenant, c'est la technique qu'on utilise pour vraiment le faire
faire un peu à coup sûr et ne pas tomber sur le coup de chance de voilà, c'est on ferme les yeux et en fait le scénario se reconstruit et c'est comme si nos sensations de nous dans notre lit se transféraient au scénario. C'est une sensation très particulière qu'on retrouve d'ailleurs aussi en hypnose, hein, mais c'est pour ça que le lien entre les deux, j'ai commencé à étudier les deux, je trouve ça super chouette pour faire avancer justement les recherches et les connaissances sur l'hypnose. Mais en fait, on fait ça, on transfère ces sensations en fait vers son scénario et on se retrouve directement lucide dans son rêve. Okay. Avant de on va passer à la partie sommeil qui est super intéressante. Mais juste avant, tu parlais de ce test justement avec la main. Ouais. Est-ce que il y a toujours des failles dans ces rêves? Imaginons il n'y a pas de faille. Est-ce qu'on fait la différence entre la réalité? Super bonne question. Alors en fait, les mains vont très souvent être différentes de la vie éveillée. Pourquoi? Parce que donc dans notre tête, on a dans le cerveau, on a une carte de notre corps qui s'appelle l'homunculus de Penfield. Et donc en fait, sur cette carte, il y a toutes les parties du corps. Et les mains et le visage, c'est les parties qui prennent la plus grande zone et qui sont les plus complexes, on va dire. Donc pour créer une main dans le rêve, parce que là, bon, si je regarde ma main, en fait, je la vois parce qu'il y a la lumière de la pièce qui se reflète sur ma main et mon cerveau capte ma main, etc. Donc voilà, ça c'est pas mon cerveau qui crée ma main, elle est là. Alors que dans un rêve, en fait, il y a rien. C'est mon cerveau qui doit créer la main à partir vraiment de rien, de mon imagerie mentale, etc. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour créer une main identique à la vie éveillée, ça demande, alors j'imagine donc une grande synchronisation neuronale, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait vulgariser ça, mais c'est pareil pour le visage. En fait, c'est d'ailleurs pour ça que, alors il y a une petite rumeur que oui, quand on se regarde dans un miroir, dans ses rêves, c'est effrayant, etc. et ça fait peur, c'est parce qu'il y a, je sais pas, un démon, un truc comme ça. Non, en fait, c'est juste parce que de la même manière que c'est difficile de créer une main dans un rêve, c'est très difficile de créer un visage. Donc si on se regarde dans le miroir, on va avoir un visage un peu bizarre. Mais du coup, ça c'est juste lié aux places de ces zones dans le rêve. Les jambes, c'est pas pareil. Donc on peut avoir des mains et un visage identique à la vie éveillée dans un rêve, mais ça va être très rare. Ça m'est déjà arrivé. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, moi je dis aux gens de coupler plusieurs tests de réalité. Donc le premier, c'est de regarder ses mains. Il y a celui où on se pince le nez. Il y a celui où on va essayer de lire quelque chose. Donc je lis, je regarde ailleurs, je relis. Et en général, pareil, comme là, si je lis quelque chose, c'est donc la réalité, entre guillemets, qui me renvoie cette image. Mais dans mon rêve, il n'y a rien. C'est mon cerveau, encore une fois, qui crée cette écriture. Donc si je regarde ailleurs, des fois, ça aura changé. Et donc lire quelque chose, regarder ailleurs, relire, ça peut faire ok, mais c'est pas pareil. Et donc si on y est préparé, déclencher la lucidité. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs, ils en parlent dans le film Inception, qui avait compris beaucoup de choses sur le rêve d'ailleurs. Ils disent où est-ce que tu étais il y a 5 minutes. Donc ça, dans un rêve, c'est très difficile de répondre à cette question. Parce qu'en général, on est propulsé dans le scénario du rêve. Et donc c'est très compliqué de savoir où on était il y a 5 minutes. Donc le fait de se poser ça et de se rendre compte je sais pas où j'étais, ça commence à se faire s'interroger sur la réalité, où on est, ce qu'on fait, et ça ramène une forme de conscience et d'esprit critique qui après peut se transférer au reste du scénario et ce qu'on a encore à y faire. Parfait. Ben, bon, pour rêver, il faut dormir. Ouais. Donc on va rentrer dans la partie sommeil. Alors, pas tant que ça. On peut rêver éveillé. Les rêves éveillés, mais c'est vrai qu'il y a des théories actuelles que j'aime beaucoup. Je dis juste ça comme ça parce qu'après c'est trop long parce que je sais pas du tout combien de temps est-ce qu'on aura encore ou pas. Non, on a tout le temps. Ok, ça va. Et en fait, il y a des théories qui disent que là, en fait, on est en train de rêver. Actuellement, c'est juste que les rêves sont des pensées qui se passent à des niveaux plus profonds de notre conscience et que juste la journée, en fait, quand on a une conscience qui est trop activée que pour avoir accès à ces schémas de pensée. Et donc, c'est pour ça que les rêves, c'est beaucoup plus important que ce qu'on imagine pour plein de choses. En tout cas, la compréhension des rêves, des mécanismes de la conscience liés à ça, beaucoup plus important pour la santé mentale qu'on imagine. C'est parce qu'en fait, j'aime beaucoup un auteur qui dit ça, je pense que c'est Jean-Marie Boucher qui disait que les rêves, c'est comme les étoiles dans le ciel la journée. En fait, c'est juste qu'elles sont là, mais on ne les voit pas parce que la lumière du soleil nous empêche de les voir. Et c'est comme notre conscience, la lumière de notre conscience trop activée nous empêche de voir ces étoiles. Mais une fois qu'avec la relaxation, notre conscience se calme, s'apaise, on peut avoir accès à ces schémas de pensée. Donc il va même plus loin dans certaines théories, mais voilà. Donc j'ai dit juste ça comme ça. Oui, faut m'arrêter, je suis trop passionné. Mais c'est passionnant, mais surtout qu'en plus ça rejoint un peu la théorie de la simulation, parce que finalement il y a des gens qui pensent qu'on vit dans une simulation. Est-ce que c'est pas lié finalement? Ça pourrait l'être. Alors là, c'est encore grande histoire. Est-ce qu'on est dans une simulation? Est-ce que même, parce qu'il y a beaucoup de similarités entre un rêve lucide, la vie éveillée d'une certaine manière. Parce que là maintenant, qu'est-ce qui te dit pareil que, à part si tu fais un test de réalité, comme dans un rêve classique, on est dans un mode pilote automatique. Qu'est-ce qui dit quand on est dans, voilà, je vais partir trop loin dans les explications, j'aurai pas le temps de fermer cette parenthèse, mais
exactement. C'est pas grave. Mais en fait, quand on est en mode pilote automatique, parce qu'au final, le vrai transfert et le gain de la lucidité, du travail de la lucidité la nuit, c'est de le ramener à la journée. En devenant plus lucide dans ses rêves, on devient en fait plus conscient la journée. Et donc, en fait, d'ailleurs, on le voit avec certaines zones du cerveau chez les rêveurs lucides qui sont plus denses en matière grise et certaines zones qui sont boostées, etc. Mais bref, en fait, plus on va devenir lucide dans ses rêves, plus on devient lucide la journée. Donc, plus facile de ne pas être en mode pilote automatique et de se prendre dans ses pensées et en fait de ne même plus contrôler entre guillemets sa vie, mais d'être un peu baladé par toutes ses pensées, etc. Donc, est-ce qu'on est dans une simulation, est-ce qu'on est dans un rêve? Il y a plein de théories comme ça. C'est un peu long à expliquer. Oui, ce sera long. Ce sera pour un autre si tu veux. Ce sera pas. On va faire un épisode spécial sur ça, pourquoi pas. Mais bon, j'ai raté ma transition. Non, mais la la question c'était est-ce que tu as des conseils pour mieux dormir? Des conseils pour mieux dormir? Je l'ai fait. Je l'ai posé la question. Donc, moi je suis pas un spécialiste du sommeil. Hein. J'étudie le sommeil parce que ça me passionne et parce que je suis obligé de l'étudier parce que l'hypnose, ce qui est le plus proche de l'hypnose, c'est le sommeil léger, donc la première étape du sommeil, le sommeil N1. Et en comprenant pas mal de choses sur le sommeil, je comprends pas mal de choses sur le rêve lucide. Mais on va dire que moi, la manière pourquoi je m'intéresse au sommeil, déjà je vais peut-être enchaîner, je vais répondre à ce que tu me dis, puis après, parce que pour moi, dans les problèmes de sommeil, il y a 3 catégories. Il y a des difficultés à s'endormir, des difficultés à rester endormi la nuit et de passer toute sa nuit d'un coup, mais de se réveiller éclaté le matin. Donc ça, c'est un peu les 3 grands problèmes, on va dire. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des difficultés à s'endormir? Soit de la peur, parce que quelqu'un fait des cauchemars, alors on n'en parle pas assez, mais les cauchemars qui handicapent vraiment la vie des gens, c'est 3 à 8% de la population, et c'est quand même un grand pourcentage, et c'est vraiment, ça dégomme la qualité de sommeil, et même après la journée, parce qu'il y a des impacts des cauchemars sur la journée, enfin bref. Il y a donc la peur liée à ça, aux cauchemars, aux gens qui font des paralysies du sommeil aussi. Donc dans le sommeil paradoxal, on est en général, notre corps est paralysé, sauf les muscles des yeux et le diaphragme et les muscles lisses. Mais donc du coup, on est paralysé. Et en général, quand on se réveille en phase de sommeil paradoxal, on est complètement réveillé. Mais on peut se réveiller d'une phase de sommeil paradoxal et être encore paralysé. Il y a des gens qui vivent ça. Et donc en fait, vraiment les gens qui font des paralysies du sommeil. D'ailleurs, les rêveurs lucides n'ont plus peur des paralysies du sommeil parce que comme on peut contrôler ses rêves, mais en fait, quand on est dans cette phase-là, on arrive à faire ce qu'on veut et on retourne directement dans un rêve lucide. C'est une très bonne porte d'entrée. Mais donc il y a la peur, cauchemar, paralysie du sommeil qui peut empêcher de dormir. Il y a les ruminations qui empêchent simplement de s'endormir. Et donc ça, c'est une première partie du problème. Le fait de rester endormi, ça peut être lié à plein de choses. Quand on voit des fois, si on a besoin d'aller aux toilettes la nuit, si on a beaucoup besoin d'aller aux toilettes, ça coupe à chaque fois le sommeil parce qu'on ne peut pas rester endormi avec une vessie pleine. Il y a un réseau, un lien entre la vessie et le tronc cérébral qui fait qu'on ne peut pas rester endormi avec une vessie pleine. Et puis après, il y a le fait quand on se réveille toujours fatigué, malgré qu'on a une nuit d'une traite. Là, ça peut être des apnées du sommeil, etc. Là, il faut consulter, c'est super important. Vraiment, des personnes qui font des apnées du sommeil, je vous en supplie, consulter parce que c'est vraiment un truc qui est vraiment, c'est-à-dire qui peut vraiment causer des problèmes sur le long terme, etc. Et ça peut vite être réglé, surtout que maintenant, ça c'est mon petit message prévention, mais je trouve ça trop important parce que moi, je me rappelle mon père, il fait des apnées du sommeil et il dit non, je veux pas mettre le truc, le gros masque, ça va m'empêcher de dormir. Aujourd'hui, pour les apnées du sommeil, c'est un tout petit truc et vraiment c'est trop bien fait. Donc par exemple, quand on se réveille fatigué le matin, ça peut être lié aux apnées du sommeil, à d'autres choses aussi. Mais donc pour moi, il y a ces 3 problèmes-là et donc à voir lequel on règle avec en tout cas le rêve lucide ou autre chose. Le rêve lucide peut jouer sur les cauchemars. Des techniques d'hypnose peuvent jouer sur la notion de rumination. Il y a des techniques pour couper, court-circuiter les ruminations, comme on en parlait d'ailleurs juste avant le podcast. Mais moi, c'est un peu ce que j'ai étudié pour le sommeil, avec un peu de chronobiologie, etc. Parce que je trouve ça super intéressant, avec les cycles circadiens et tout. Mais je sais pas, toi, si tu as une question spécifique par rapport au sommeil ou au cycle ou autre Pas forcément sur le sommeil, parce que là, je rebondis sur un truc que tu viens de dire, mais les cauchemars, effectivement, c'est un sujet très intéressant. Pourquoi on fait des cauchemars? Ouais, alors, parce que le cerveau a besoin de traiter une information, quelque chose qui s'est passé. Pourquoi après, est-ce qu'on va s'en souvenir ou pas? Là, ça dépend des gens. Il y a une théorie que j'aime beaucoup de Matt Walker qui dit que, en fait, si on est fatigué parfois le matin et qu'on ne se souvient pas de ses rêves, en fait, c'est peut-être juste qu'on a fait un cauchemar mais qu'on ne s'en souvient pas. Donc, même si on ne s'en souvient pas, c'est pas pour ça que, en termes de plasticité, en termes d'apprentissage, le cerveau n'a pas retenu tout ce qui s'est passé en termes d'émotions et n'a pas transféré tout ça à l'éveil directement après. Mais les cauchemars, ouais, moi j'ai la chance de pas en faire parce qu'en fait, vu que je fais des rêves lucides, dès qu'il y a un truc cauchemardesque, je le transforme, mais je m'en fous. Mais par contre, je connais des personnes qui font des cauchemars et ils me racontent des trucs, je suis en mode waouh, ouais, j'aurais clairement peur d'aller dormir la nuit s'il m'arrivait ce genre de choses. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pour le moment, je suis en train de préparer un gros truc sur le cauchemar parce que je trouve ça dingue qu'il n'y ait pas assez de. Comme je dis souvent,
Aujourd'hui, on peut faire un travail avec un psychologue ou quoi, ou même avec des exercices, par exemple, pour les cauchemars récurrents. Quand tu as tout le temps le même cauchemar, il y a un truc qui marche super bien. C'est ce qu'on appelle l'IRT. Donc, c'est en fait, ça consiste à écrire le scénario du cauchemar. En gros, hein. En gros, ça consiste à écrire le scénario du cauchemar et on écrit la suite. On écrit en fait comment on aimerait bien qu'il se termine. Et en fait, on relit ce scénario qu'on transforme. Et à force de faire ça, ça enlève la charge émotionnelle. On le vit différemment. Et en fait, ça peut vraiment réduire ce cauchemar. Mais ça fonctionne que quand c'est le même cauchemar qui revient tout le temps. Okay. En fait, quand c'est un cauchemar différent à chaque fois qu'on a juste une tendance au cauchemar, à mon sens, le mieux, aujourd'hui, on a vraiment des études qui montrent ça. Le problème, c'est comme toujours en science, comme il n'y a pas encore des masses de rêveurs lucides, enfin, il y en a, mais pour qu'une étude soit vraiment validée, parce que pour le moment, on a beaucoup d'études sur des questionnaires, etc., pour que ce soit vraiment validé et qu'on dise l'étude, elle est solide, il faut que la personne, elle soit, qu'elle soit étudiée sous électroencéphalogramme ou IRM ou quoi. Et donc, ça, franchement, faire un rêve lucide, j'y arrive chez moi, dans mon lit, mais franchement, à l'hôpital, on avait déjà voulu essayer quelque chose et tout avec moi, je me suis dit, c'est impossible. Franchement, dans un IRM, dans le cas d'électroencéphalogramme sur la tête, franchement, je sais pas quoi ils font les rêveurs lucides. Mais les cauchemars récurrents, est-ce que, parce que ça c'est une question aussi intéressante, mais les cauchemars, ils sont liés à une vie stressante ou à est-ce qu'il y a un lien direct entre les cauchemars et les mauvaises choses qui nous arrivent dans la vie? Ou est-ce qu'on peut avoir une vie heureuse et faire des cauchemars? Je pense qu'on peut avoir une vie heureuse et faire des cauchemars parce que ça peut être juste, je pense qu'on peut avoir un élément ponctuel qui nous a un petit peu marqué et faire un cauchemar par rapport à ça parce que le cerveau a besoin de le traiter. C'est lié. Après, personnellement, moi, je suis plutôt vraiment très heureux dans ma vie et je vais quand même dehors. Je suis peut-être un ou deux cauchemars par an, mais qui ne me posent même pas problème parce que déjà, c'est pas souvent. En plus, quand je le fais, je le transforme. Et des fois, vraiment, c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Genre, enfin, je vais pas vous raconter le cauchemar que j'ai fait il y a longtemps, mais ça n'avait aucun sens. C'est même pas un truc stressant. Genre, c'est comme si j'étais même pas moi, j'étais une caméra, ça a commencé à zoomer sur un truc et en fait, ça a zoomé sur. Ça n'avait aucun sens et ça m'a juste réveillé, ça m'a fait peur. Je me dis, mais pourquoi ça m'a fait peur ce truc-là? Et en fait, je l'ai plus fait après. Mais donc, voilà, je me suis rendormi parce que aucun souci. Mais je pense qu'il y a quand même un lien entre des éléments stressants et le fait de le revivre après dans un scénario de rêve. Ok, donc il y a quand même un léger lien avec certains traumatismes. Ouais. Bah, par exemple, moi, je parle beaucoup de ça. Par exemple, j'ai un entrepreneur ici avec qui je discute de ça qui me dit que lui, il rêve tout le temps, cauchemar du coup, de rater, de réussir, qui fait faillite et tout. Alors là, donc du coup, lui, ça se passe très très bien, mais il a peut-être ce stress au fond de lui de rater. Et donc en fait, ces nuits, elles sont difficiles par rapport à ça. J'ai une amie ici avec qui je discutais qui me dit qu'elle, très souvent, elle fait un cauchemar du coup où elle doit marcher le long d'une grue en hauteur. Alors ça lui arrive jamais et elle s'en fout d'être au bord d'une grue ou quoi, mais et même quand elle est à la montagne ou quoi, qu'elle est au bord d'un ravin, elle a pas peur. Mais marcher sur une grue, ça lui fait peur. Pourquoi elle fait ce cauchemar-là souvent? Je sais pas. C'est une très bonne question. C'est très complexe. Non mais je retiens quand même l'entrepreneur. Il y a qu'un entrepreneur pour faire un cauchemar de faire faillite. Ça c'est vraiment le cauchemar. Faut être entrepreneur pour faire ce cauchemar. C'est marrant parce que tout le monde a cette thématique récurrente de cauchemar et en fait c'est fou que moi il se passe des choses dans notre tête qui voilà. Ouais, complètement. Le fait que on en parlait tout à l'heure, les chutes libres en cauchemar, j'ai entendu, alors c'est peut-être une bêtise énorme, mais que c'est lié à un arrêt du cœur très rapide et qu'en gros ça nous sauve, que c'est notre conscience qui nous sauve d'un arrêt cardiaque en fait, de notre cœur qui. Ouais, honnêtement, je sais pas. Je pense qu'effectivement c'est possible la nuit d'avoir, on va dire un changement dans sa fréquence cardiaque. Maintenant, de là à ce que ça s'articule autour d'un scénario de rêve, je sais pas. Je pense plutôt je crois plutôt, c'est possible. Hein. Pour nous sauver, je crois pas. Je pense pas que c'est le scénario qui va relancer le truc. Moi, je pense plutôt dans la théorie de la baisse du tonus musculaire ou de la paralysie qui fait que comme on perd connaissance en fait avec son corps dans l'espace, on peut avoir ce genre de choses. C'est pareil, je vais l'expliquer. Peut-être c'est pour les gens qui font des sorties hors du corps. Donc c'est des personnes, donc les sorties hors du corps, pas les projections astrales, comme on disait, on en a parlé un peu avant. Projection astrale, c'est des personnes qui disent sortir de leur corps la nuit et aller dans d'autres dimensions, etc. Ça, bon, il y a aucune preuve là-dessus. Pas dire que ça existe pas, moi j'en sais rien, mais je m'intéresse pas trop à ça. Peut-être que dans quelques années on apprendra que c'est possible, donc j'en sais rien. Ce qu'on sait par contre, c'est que sortir de son corps la nuit, avoir cette impression, cette sensation de vraiment sentir qu'on est arraché à son corps physique et qu'on commence à voyager et tout, en fait ça c'est prouvé. Donc les personnes qui ont ça par exemple, c'est des personnes qui ont une tendance à la dissociation, peut-être à spatialiser. Tu sais, les personnes quand on dit qu'il y a un accident quoi, ils se sont vus hors de leur corps, ils se sont vus de l'extérieur, etc. Un peu ce mécanisme de défense en termes de dissociation. Donc à mon sens c'est ça, et les personnes qui n'ont pas ce mécanisme là ne vont pas en faire. Moi personnellement peut-être ma tendance à la dissociation elle est plus j'ai envie de dire cognitive, donc moi je pars dans ma tête, je pense à plein de trucs, j'ai des images à la limite, mais j'ai jamais eu l'impression dans ma vie de
sortir de mon corps à un moment ou quoi. Et donc les personnes qui auraient cette tendance-là, ça va se répercuter à un moment dans leur sommeil, surtout s'ils se réveillent dans les paralysies du sommeil, parce qu'il peut y avoir dans les paralysies du sommeil un phénomène comme ça. Et donc en fait, pour en venir à ça, si pendant une paralysie du sommeil, quelqu'un qui a cette tendance à la dissociation spatialisée se réveille, est en paralysie et commence à avoir donc son système vestibulaire, donc tout ce qui est lié à l'oreille interne, même après à la perception du corps, etc. pour d'autres choses, pour d'autres parties. En fait, c'est les personnes qui vont commencer à avoir ça, et bien en fait, elles vont avoir des sensations qui vont se modifier et elles vont peut-être sortir de leur corps. Et donc elles ont vraiment l'impression de sortir de leur corps, de voir plein de choses. C'est comme si un scénario de rêve s'articulait autour de ça. Et donc là, ça c'est à nouveau un scénario de rêve qui peut être créé par une sensation de base qui est cette hallucination qu'on qualifie du coup de vestibulomotrice pendant les paralysies du sommeil, en lien avec le sommeil paradoxal. Mais par exemple, ça, j'ai envie de dire que pareil, ça n'arriverait pas à tout le monde, mais c'est un scénario qui est possible, qui peut arriver en termes de rêve par rapport à une stimulation. Autre scénario, les rêves prémonitoires. Alors pour les gens, les rêves prémonitoires, c'est le fait d'avoir prédit dans un rêve ce qui se passe plus tard. Toi, t'en penses quoi? Perso, moi, tous ces trucs-là, je me méfie autant des gens qui y croient à fond que des gens qui n'y croient pas du tout. Moi, perso, j'en ai aucune idée. J'ai des exemples des fois de trucs où même il m'est déjà arrivé des expériences où je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Et je sais qu'il y a des études là-dessus. Donc moi, si j'y crois pas, perso, j'en sais rien. Je m'y intéresse et je regarde de près. Maintenant, il n'y a pas énormément d'études sur le sujet. Là, dernièrement, il y en a une qui est sortie. C'est une méta-analyse donc qui reprenait plusieurs études où ils ont essayé de mesurer tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette méta-analyse, elle donne des résultats qui sont, on va dire, statistiquement au-dessus du hasard. Sauf que cette méta-analyse, quand on la pondère, donc pas pondérée, c'est-à-dire que chaque étude va avoir le même poids. C'est-à-dire qu'une étude avec 30 personnes va avoir le même poids qu'une étude avec 5 personnes, qu'une étude avec 120 personnes. Et donc, quand on la pondère, et donc une étude qui a à 200 personnes a plus de valeur qu'une étude réalisée sur 2 personnes, là, on arrive à des résultats qui, je pense, sont quand même dans le hasard, proches de ne plus l'être, je pense. Mais donc, il y a des modifications par rapport à ça. J'attends vraiment le futur. J'attends que les études sur le sujet avancent, parce que par contre, il y a un sujet qui est étudié qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est ce qu'on appelle le remote viewing. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Donc alors ça, c'est des personnes qui sont capables de voir ce qu'il se passe dans une autre pièce. Quand on étudie ça, on appelle ça l'intuition non locale. Je sais pas trop quoi en penser, parce que y a quand même des gens qui ont berné des chercheurs pendant des années alors que c'était juste des magiciens, etc. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un faire ça sous mes yeux. Maintenant, je suis pas magicien, donc peut-être que la personne nous a eu, j'en sais rien. Et je trouve ça très intéressant. Je trouve que le jour où ils arriveront à faire des études là-dessus qu'on pourra répliquer et que ce sera prouvé, à mon sens, ce sera une nouvelle étape, parce que en fait, empiriquement, c'est simple. Genre, si je mets une enveloppe là dans la pièce à côté et que, je veux dire, ça pourrait être une photo d'un pneu dans l'enveloppe, ça pourrait être une photo de n'importe quoi, un pneu, un nénuphar, un chat, ce que tu veux, et que tu arrives à me dire que c'est une photo d'un modèle particulier de caméra, ou j'en sais rien, je sais parce que je vois une caméra. En fait, c'est clairement au-dessus du hasard, on n'arrive pas à prédire. Donc, je trouve ça très intéressant, à mon sens, parce que j'ai quand même beaucoup étudié, mais en fait, ce sujet-là, je mets toujours beaucoup de pincettes quand j'en parle, quand j'ai pas vraiment longtemps pour en discuter, parce que sinon, je lâche des infos, puis je lâche pas la suite et je mets pas assez de nuances. Mais pour moi, en fait, si on devrait relier les rêves prémonitoires à quelque chose, ce serait aux recherches sur ce sujet-là. Et j'ai vraiment, je sais qu'à Paris, il y a des chercheurs qui travaillent sur ça, même dans plusieurs endroits. Mais pour le moment, c'est très compliqué à dire. Je suis un peu embêté parce que là, sur le coup, je t'avais dit que j'étais à l'aise de parler. Non, quoi. Ouais, ni oui ni non. En fait, on attend de voir. Moi, j'aime beaucoup être à ce qui se fait de plus récent. Je pense que je suis vraiment à jour dans la lecture d'articles sur le sujet, etc. J'ai essayé de lire un maximum de choses du passé, parce que je peux pas tout lire. Par exemple, sur le remote viewing, il n'y a pas énormément non plus. Sur le rêve lucide, non plus. Il y a des centaines d'études, mais voilà, ça se lit rapidement quand on fait que ça de sa vie. Sur l'hypnose, il y a beaucoup plus. Donc, je vois un petit peu où ça pourrait mener, mais j'attends de voir la suite, ouais, vraiment. Surtout pour me prononcer un peu plus. Et sinon, si on fait un podcast là-dessus complet, je pourrais te dire beaucoup plus et nuancer, dire aux gens si là, ouais. Et je dis en plus, c'est des sujets un peu touchy, parce que c'est le moment où on se dit, bon, le rêve lucide, je veux bien y croire. L'hypnose, on opère des gens, je veux bien y croire. Par contre, là, il me parle d'un truc où on va dans une autre pièce, il est complètement fou, le gars. En fait, non, je lis juste des études sur le sujet et je sais pas, je pense qu'on n'a pas tout découvert. Maintenant, est-ce que te dire que ça existe comme on le pense, est-ce que c'est pas un entre-deux, est-ce que c'est pas juste des magiciens, j'en sais rien, mais c'est intéressant. Ok. Est-ce que si on se blesse, par exemple, dans un rêve lucide, est-ce que ça peut se retransmettre dans la vie réelle? Ça, ouais, ils ont fait des études là-dessus super chouettes où ils ont demandé à des rêveurs lucides justement pour voir si ça se transférait. Donc imagine, je deviens lucide là maintenant et je suis en train de réaliser cette étude, je dois taper sur une surface et me faire mal, et l'idée c'est de voir est-ce que la douleur se transfère quand je me réveille. Et donc effectivement, dans un certain pourcentage de cas, ça se transfère
faire et ça reste soit quelques minutes, parfois même dans des cas rares quelques heures. Moi perso ça m'est déjà arrivé quelques fois. Je l'ai jamais testé on va dire volontairement. Et une fois effectivement j'ai rêvé que je me tordais le genou et je me suis réveillé et j'avais trop mal au genou. Et en fait ça a duré peut-être ça a duré quand même 20 minutes. Hein. J'ai marché toute la matinée comme ça. Je me dis mais c'est n'importe quoi parce que c'était purement somatique du coup. Et en fait je trouvais ça incroyable et la douleur est partie après mais la sensation est restée un petit peu. C'est intéressant parce qu'au final la somatisation des douleurs on connaît très bien. Et donc c'est possible. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Moi je pense justement le truc inverse où on pourrait soigner, enlever, diminuer des douleurs avec des rêves lucides. Si jamais en fait tu consciemment, donc imaginons que je deviens lucide là maintenant et que j'ai une douleur je sais pas à la main, si je décide consciemment dans mon rêve de me mettre un bandage autour de la main ou quoi et puis je me réveille, ben j'aurais peut-être plus mal comme pour avec l'hypnose, comme l'imagerie mentale va impacter la somatisation, ça créerait une forme de placebo un peu sur demande comme ça que je pourrais faire la nuit. Donc oui, il y a des études là-dessus, c'est assez intéressant. Donc, il peut y avoir des avancées dans la médecine grâce aux rêves lucides. Oui, pour les cauchemars et aussi pour, parce que j'ai pas tout dit, mais il y a pour la dépression, il y a pour la créativité, pour le bien-être, pour plein de choses. Et je dirais que là, il y a un test que j'avais fait moi-même qui est que donc, dans nos rêves, on a jamais, très rarement 5 doigts, on a toujours plus ou moins. Moi, je me suis dit, ok, il n'y a rien dans mon rêve. En fait, ma main, il y a une zone dans mon cerveau liée à ma main. Mais par contre, dans mon rêve, il n'y a pas une zone qui est liée au 6e doigt. Et donc, en fait, je me dis, ok, je vais faire un rêve, je vais regarder quand j'aurai 6 doigts, comment est-ce qu'il fonctionne. Et donc là, je regarde ma main, effectivement, j'ai 6 doigts. Je commence à faire bouger les 6e doigts comme ça. Je fais, j'y arrive comme si j'avais toujours eu un 6e doigt, comme si c'est normal. Déjà, je me dis, c'est bizarre. la réflexion dans le rêve, c'est bizarre parce que là, il n'y a rien dans mon cerveau qui ferait bouger ce doigt. Donc, le fait que j'y arrive et que je le contrôle, c'est bizarre. Et je me dis, je vais le toucher maintenant. Et donc là, je commence à toucher le 6e doigt et je sens que c'est comme si il était un peu engourdi. Mais je le sens. Donc, je me dis, c'est fou parce que, par exemple, en termes de rééducation à la sensibilité, post-AVC ou dans plein d'autres situations, comme en hypnose, par exemple, en hypnose, on peut venir travailler sur la visualisation de la zone. Je prends une patiente que j'ai eue dernièrement où elle avait eu une prothèse de genou et son genou, elle avait plus de sensibilité. Et donc, en fait, je lui demande en hypnose de voir son genou. Elle me dit, c'est comme si j'avais du vernis partout sur la jambe et du vernis d'une certaine couleur, on a travaillé tout, etc., sauf sur le genou. Et du coup, on a étalé le vernis dans sa tête. Donc, en fait, c'est comme si là, dans ta tête, je te demandais d'imaginer sur ta jambe comment tu ressens tes sensations et tout. Et on va étaler les sensations pour que là où tu n'en as plus, tu les récupères. Et elle a récupéré, à terme, la sensibilité au niveau de son genou. En tout cas, je pense que l'hypnose a aidé. Est-ce qu'elle aurait récupéré sans hypnose? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, donc, on voit qu'on peut travailler là-dessus avec l'hypnose. Donc, pour moi, la même chose qu'avec le rêve lucide. À mon sens, c'est juste un placebo qu'on crée vraiment sur mesure pour la personne. Les attrape-rêves, t'en penses quoi? C'est très beau. c'est très beau. Alors, mais dans l'absolu. Dans l'absolu, je sais pas. Je pense que déjà, qu'est-ce qu'un attrape-rêve déjà? Ouais. Je dis ça comme ça. Non, je pense qu'un attrape-rêve, c'est dans la. Parce qu'il y a plein de cultures où ils travaillent vraiment. Enfin, ils ont beaucoup de choses autour du rêve. Je pense que c'est quelque chose pour attraper les cauchemars. Quoi. C'est ça. Et en fait, c'est très mignon. Je pense que quelqu'un qui. Je pense un enfant qui fait peut-être des cauchemars et on va lui dire tiens, prends ça et donc tu veux le mettre au-dessus de ton lit, tu vas voir, ça va attraper tous les cauchemars, tu vas faire plus que des rêves. Je pense que ça peut fonctionner comme une suggestion. Non, personnellement, ça c'est pas. Il y a pas de. Je crois pas, non. Au niveau des, on parlait de visualisation tout à l'heure, au niveau des stars comme ça qui utilisent les rêves lucides, pour est-ce que tu pourrais nous citer comme ça des exemples de personnes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, mais il y a des personnes, même je pense en politique j'avais vu ça, qui utilisent beaucoup les rêves lucides, beaucoup etc., de personnes, beaucoup. En fait c'est très plus intéressant. Que ce qu'on pense en fait. On rappelle les chiffres, ça avait dit. C'est 55% de la population qui en a fait au moins un, et puis 23 ou 28, je sais plus jamais, qui en fait fréquemment. Ouais, à fond. En fait c'est juste que les gens en parlent pas parce que pour le moment il y a rien autour de ça, il n'y a pas énormément de vidéos. Très souvent, malheureusement, les vidéos sur le sujet, c'est des vidéos un peu perchées quand même, il faut le dire. Moi, c'est pour ça que je me suis jamais intéressé au sujet. Enfin, à chaque fois, j'entendais un mec qui me disait un truc différent de l'autre. À chaque fois, il y avait toujours des notions où je me dis, j'ai pas trop envie de croire ce qu'elle a dit, parce qu'il y a toujours des trucs trop ésotériques derrière et tout. Moi, je trouve ça intéressant, mais de toujours mêler ça à tout ça et de obligatoirement me mettre dans dans certaines croyances et tout, j'aime pas trop. J'aime bien le truc neutre un peu. Donc
donc voilà, mais donc dans les personnes qui font des rêves lucides, bah il y a, je sais pas, dans mes amis, bah Poisson Fécond, Olivier Roland, même si franchement ils sont, on s'entraîne, hein, mais les gars, si vous regardez ce podcast, votre niveau, alors vraiment Chris c'est le dernier de la classe, quoi, c'est un truc de fou. Pourtant il adore et on s'entraîne et je suis toutes les techniques du monde, mais bon voilà. D'autres personnalités, il y a Oussama Hamar, il disait qu'il en faisait. D'ailleurs, je l'avais rencontré pour ça. Il y avait qui avait comment il s'appelle encore, Andrew Tate. Yomi Denzel, j'avais vu une vidéo d'ailleurs parce que j'ai rencontré Oussama et Yomi avait travaillé et connaît bien Chris. Il était passé dans son permission, mais on n'en a jamais parlé. Je sais bien que Yomi avait raconté qu'il avait fait une sortie hors du corps un jour. Je sais pas à quel point est-ce qu'il a encore exploré ça. Et donc en fait, beaucoup de personnes ont ce type d'expérience, que ce soit des rêves lucides, des paralysies du sommeil ou des sorties hors du corps. Après, il y a plein d'autres phénomènes un peu dans les parasomnies ou quoi, même des terreurs nocturnes, du somnambulisme. Moi, j'étais somnambule de ouf quand j'étais petit. Je faisais des trucs de... Ah ouais, des fois, je me réveillais et toute ma jambe... Alors, à l'époque, je jouais au tennis, petite anecdote, mais je me réveille et en fait, il y avait toutes mes balles de tennis mises alignées sur le sol de ma chambre et je me réveille et en fait, je vois ça, je fais, mais what? Et en fait, c'est mes parents qui me disent, mais Stéphane, t'as fait plein de bruit la nuit, t'as fait quoi? Donc en fait, j'ai fait ça la nuit, mais j'en ai aucun souvenir. Donc ouais, somnambule très fort. Et surtout quand je buvais de l'ice tea, enfin bref, je sais pas pourquoi ça me faisait ça la caféine ou quoi. Pourquoi pas. Mais du coup, somnambule, et puis aussi il y a le syndrome d'Alice au pays des merveilles que peu de personnes connaissent, qui arrive dans certaines migraines, dont les symptômes c'est une modification de son corps. On se voit grandir, rétrécir, ou même on voit les objets s'éloigner, se rapprocher. Il peut même y avoir parfois la perception du temps qui est modifiée avec des phénomènes très très particuliers. Donc tout ça, on n'en parle pas. Aujourd'hui, en tout cas, les études sortent sur le sujet. Il n'y a pas encore assez de personnes qui en parlent. Et j'espère, et c'est pour ça que je fais des vidéos, que ce soit connu, parce que vraiment, moi, quand je vivais ça quand j'étais petit, j'avais l'impression d'être fou, parce que quand j'en parlais aux gens, on me disait mais non, c'est pas vrai, ou en tout cas ça n'existe pas, ou t'inquiète, c'est juste des rêves normaux. Et voilà. Aujourd'hui, là, quand j'avais fait mon mémoire, j'avais fait l'université, puis j'ai fait mon premier master dans un laboratoire, le Coma Science Group, qui étudie tout ce qui est expérience de mort imminente, trance chamanique, tout ça. Et donc pareil, les expériences de mort imminente, c'est un truc où on pense que les gens, mais ça existe sincèrement, on l'étudie. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de perché qui prouve vraiment, je sais pas. Par exemple, dans les expériences de mort imminente, si je fais juste un petit truc là-dessus, avant on disait que et on dit toujours que les gens voient un tunnel quand ils meurent, etc. Quand ils sont proches de la mort en tout cas. Et quand en fait le tunnel, c'est ici qu'on le voit. Quand on est dans d'autres pays, dans d'autres cultures, en fait on voit une rivière ou une porte, ou on voit autre chose. Donc il y a une influence de l'inconscient culturel. C'est pareil pour les paralysies du sommeil. Ici on voit des entités, donc des ombres, etc. Ou aux États-Unis, ils voient beaucoup des extraterrestres, parce qu'en fait il y a un inconscient culturel beaucoup plus grand autour de tout ça, avec les zones 51 et tout. Donc c'est marrant de voir que ça. Alors est-ce que ça veut dire que du coup c'est que peut-être ou pas, encore une fois, moi j'en sais rien, je dis juste ce qu'on sait aujourd'hui, et peut-être que ça changera dans les prochaines années, mais tout ça c'est des choses qu'on trouvait perchées et qui aujourd'hui sont de moins en moins, et ça aide de savoir tout ça pour certaines personnes. Ça relève plus du domaine scientifique que spirituel, finalement, les rêves? Pour moi, les deux. Franchement, je ne mettrais pas en opposition les deux. C'est juste que j'aime bien, en tout cas personnellement, que ce soit possible d'explorer les deux. C'est qu'il n'y ait pas qu'un truc. C'est-à-dire que si tu t'intéresses aux rêves d'office, tu vas te retrouver engouffré dans du spirituel. Et voilà, quand j'étais petit, je m'intéressais un peu à tout ça, tu as les chakras, par exemple. Les chakras, on voit aujourd'hui que si tu prends certains chakras, ils sont situés au niveau de certains plexus. Donc des plexus, c'est là où les nerfs se rassemblent pour faire des sortes de carrefours de nerfs, donc là où l'énergie circule aussi. Et donc en fait, on met obligatoirement des choses spirituelles sur certaines notions, alors qu'en fait, les deux partent. Donc comment est-ce qu'ils ont réussi à identifier ça avant, et comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à voir que c'est des plexus? Je ne mettrais pas les deux en opposition. Franchement, je dirais que c'est bien que les deux existent. Pareil pour les rêves. Le pays où c'est le plus développé, où la culture, où le rêve est le plus développé, parce qu'en Europe, c'est vrai que c'est très peu développé, ça, t'entends parler, mais t'es un des rares, finalement, à en parler, ça, ouvertement, des rêves lucides comme ça sur Internet. Ouais, surtout les rêves, Chris Comte de la chaîne Poisson Fécond, il a fait des vidéos sur le sujet, il a lancé sa saga sur le sujet d'ailleurs, et on a un petit plan avec cette saga d'ailleurs qui est assez chouette. Mais oui, il y a personne, il y avait mon ami l'ermite des songes, mais qui lui a arrêté. Aux États-Unis, c'est un peu plus développé. Ils sont quand même, parce que là où le rêve lucide a été prouvé, c'était à Stanford en 1981, même s'il y a un chercheur, Kate Hearn, qui l'avait prouvé avant, en tout cas en 1975-75, mais parce que c'était un petit doctorant et qu'il avait publié dans une mauvaise revue, après tout le monde l'a un petit peu... Mais voilà, donc de base, ça fait quand même un moment aux États-Unis qu'ils connaissent un peu le truc, mais là où je dirais que c'est le plus développé, c'est au Tibet, parce que là, ils ont vraiment,
yoga tibétain du rêve, du sommeil, etc. Là-bas, ils ont vraiment une grande culture du rêve et ils ont ce truc de dire qu'en fait, si on n'arrive pas à s'endormir consciemment et qu'on n'arrive pas à garder sa conscience dans son rêve, on n'arrivera pas à garder sa conscience non plus après la mort. Donc eux, en fait, s'entraînent à ça et ils ont vraiment beaucoup de choses autour du rêve et du sommeil. Ouais. Le rapport entre rêve et mort? Oula. Question directe comme ça. Bonne question. Aucune idée. Alors là, vraiment, j'en ai, mais c'est pas assez clair dans ma tête que pour te l'expliquer là comme ça. Non, entre expérience de mort imminente et rêve lucide, je pourrais te le dire parce que dans les expériences de mort imminente, du coup, il y a souvent des sorties hors du corps. Pour les expériences de mort imminente, pour ceux qui savent pas, c'est du coup les personnes qui sont cliniquement mortes, mais qui sont techniquement voient des choses. On voit ça dans les blocs opératoires, des personnes qui sont cliniquement mortes et qui peuvent décrire une scène pendant une opération. Ouais, justement. Donc, alors cliniquement morte, je sais pas parce que des fois c'est même juste proche de la mort sans vraiment cliniquement mort, parce que d'ailleurs il y a donc ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, c'est EMI, mais donc c'est NDE, Near Death Experience en anglais, et il y a les NDE. Donc ça peut être des sorties hors du corps, parfois ça l'est pas, parfois c'est juste des personnes qui voient ce tunnel justement ou ce sentiment d'être connecté à un tout, des trucs comme ça. Et donc ça peut arriver aussi par exemple dans ce qu'on appelle les NDE-like. Donc c'est tous les symptômes, en tout cas tous les signes, ce qui arrive dans une expérience de mort imminente, mais la personne n'est pas du tout proche de la mort. Et donc en fait c'est dans ce sujet-là, pour ce que tu dis avec les personnes qui sont en train de décrire ce qui se passe dans la pièce et tout, justement là à Liège au Coma Science Group, ils font une étude super intéressante où ils ont mis des objets un peu random dans la salle de réanimation. Et donc quand il y a des personnes qui ont une NDE, donc si je dis pas de conneries, je suis très mauvais dans les stats, c'est 20 ou 30% dans les cas d'arrêt cardiaque et 5% dans les cas de trauma crânien, les NDE. Puis après il y a 30% d'expériences positives. Il y a aussi, je pense que c'est pareil, 20-30%, non je vais dire 70%, 70% de positives, parce qu'il y a des neutres et tout, etc. Et il y a 30% de négatifs, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente infernale, où là les gens ne se voient pas en train de voir un tunnel connecté au paradis, tout ça, ils se voient un peu en enfer. Et donc, en tout cas, à ce qui est lié à ce que la conscience culturelle fait voir à ce moment-là, ou des notions de néant et tout. Et donc, en fait, là, j'ai donc des potes qui sont en train de faire cette étude où, dans la salle de réa, il y a des choses un peu random mises. Et donc, dès que les personnes sont réveillées et qu'ils ont eu cette expérience, on leur demande de décrire qu'est-ce qu'il y avait dans la pièce, et pour voir, en fait, pour avoir un témoignage directement après. Parce qu'en fait, le souci à chaque fois de ces expériences-là, c'est quoi? C'est que les personnes disent oui, mais le chirurgien avait un truc marqué là-dessus et tout. Alors, c'est fort possible, hein. Mais le problème, c'est que si on veut le prouver au monde scientifique, c'est qu'il faut quelque chose de plus rigoureux pour pas qu'il puisse y avoir donc les biais de mémorisation, etc. Et donc, là, l'idée, c'est de faire avancer la recherche là-dessus. Pour ceux qui veulent, donc il y a le docteur Charlotte Martial qui fait beaucoup d'études là-dessus, qui est à Liège justement, et j'ai hâte de voir la suite des études sur le sujet, parce que c'est pas du tout mon domaine de prédilection, mais je le fais le lien justement avec le rêve lucide, parce qu'en fait, tout comme les expériences de mort imminente, tout comme les paralysies ou les sorties hors du corps, en fait, c'est une forme de lucidité qui est remaniée dans ces situations-là. Et le cerveau est en capacité de projeter quelque chose, d'avoir des ressentis, donc c'est un peu tout lié, et je trouve, c'est pour ça que j'aime bien ce sujet, qu'en fait, c'est une porte d'accès, une voie d'accès qui permet d'appréhender tous ces sujets-là en restant rationnel et terre à terre. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça très chouette. Et tu dirais quoi aux gens qui n'y croient pas, à l'hypnose notamment? Il y a pas mal de gens qui n'y croient pas. Ah oui, ouais. Bah aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, le rêve lucide, c'est 100% prouvé. C'est-à-dire que là, j'ai pas parlé d'énormément d'études où ils ont vraiment mis des rêveurs lucides dans la labo, qu'ils les ont étudiés, etc. Mais on sait ce qui se passe au niveau du cerveau. On sait que c'est prouvé, donc depuis 1981, c'est 100% prouvé. Les sorties hors du corps aussi, encore une fois, c'est juste le phénomène, c'est une forme d'hallucination où on se voit et on ressent qu'on sort de son corps. Et l'hypnose, il y a beaucoup d'opérations sous hypnose. À Liège, d'ailleurs, au CHU de Liège, ils sont à plus de 10 000 opérations sous hypnose. C'est une des villes qui a vraiment permis à l'hypnose de prendre un élan médiatique et un élan de confiance auprès de la population, je pense, parce qu'il y a eu l'opération de la reine de Belgique en 2008, je pense, que la reine a été opérée d'une thyroïdectomie, c'est-à-dire on lui a enlevé la thyroïde, sous hypnose. Donc ça, c'est complètement fou. Et je pense que ça a participé au fait de, ok, mais du coup, si la reine de Belgique peut être opérée sous hypnose, c'est peut-être que ça existe. Et aujourd'hui, du coup, il y a vraiment énormément d'études sur le sujet et on sait que c'est possible. Pareil pour, alors je le dis souvent, mais il y a souvent cette opposition entre hypnose thérapeutique et hypnose de spectacle. En fait, il n'y a pas tellement de raison d'opposer les deux, dans la mesure où c'est les mêmes mécanismes, c'est juste que c'est d'autres techniques qui sont utilisées en hypnose de spectacle. Quand on voit qu'ils endorment des gens comme ça et tout, ça fonctionne vraiment. Perso, je fais aussi ces techniques-là d'hypnose rapide parce que là où on pensait
avant que certaines personnes n'étaient pas réceptives à l'hypnose. En fait, on pense aujourd'hui qu'il y a juste peut-être des personnes qui ne sont pas réceptives aux techniques d'hypnose plus lentes. Moi, typiquement, les techniques où on commence à me parler pendant une demi-heure, ça marche pas avec moi. Et il y a des archétypes, des profils, des archétypes de personnalité qui ont besoin d'être beaucoup plus saturés. Et donc, personnellement, moi, j'en fais partie. Effectivement, c'est des techniques qui sont aussi intéressantes dans d'autres domaines, comme par exemple l'hypnose d'urgence, mais vraiment 100% prouvé aujourd'hui. Les mécanismes, on sait toujours pas. D'ailleurs, on sait toujours pas ce que c'est l'hypnose, alors que le rêve lucide, on a une signature au niveau électrophysiologique de ça, mais l'hypnose, est-ce que c'est un placebo, est-ce que c'est autre chose? On sait que ça utilise d'autres voies que le placebo, en tout cas pour la douleur, mais voilà, c'est très 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 compliqué. Il faudra encore toute une partie sur l'hypnose. Il faut m'arrêter, sinon je... Ah non, mais c'est super intéressant. Bah écoute, au pire des cas, tu reviens et tu nous parleras. On fera une émission sur les rêves, mon histoire, etc. Ah bah ouais, let's go, c'est parti, complètement. Allez, sur les attrape-rêves aussi. Sur les attrape-rêves, comme ça, je peaufine un peu. D'ailleurs, on a une boutique d'attrape-rêves qui est Non, pas du tout. Au niveau des performances mentales, pour par exemple les entrepreneurs, les rêves lucides, ça peut aider? Alors, ça peut aider. En fait, donc il y a cette notion, et si on développe sa lucidité, donc comme j'en ai parlé, la nuit, en fait, on va développer sa lucidité la nuit aussi. C'est-à-dire que, je viens de rigoler parce que tout à l'heure, le mec du podcast, il a dit oui, quand vous allez commencer à parler, laissez à point et tout. Depuis tout à l'heure, je bouge comme ça, bon, c'est pas grave. Mais donc, du coup, ce que je disais, c'est que pour les entrepreneurs, pour la performance cognitive, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on devient lucide dans ses rêves, le rêve, au final, c'est quoi? C'est une hallucination qui est créée par le cerveau. Et donc, en fait, ce qu'on apprend à faire en devenant lucide, c'est à mettre de la distance entre nous et l'hallucination, à percevoir le rêve comme ce qu'il est, c'est-à-dire une pensée complexifiée qui s'articule autour d'un scénario. Et donc en fait, en faisant ça, on apprend à mettre de la distance avec ce scénario et cette pensée complexifiée, et en fait ça se transfère la journée. C'est pour ça qu'on voit que les rêveurs lucides, ils ont plus de matière grise dans certaines zones du cerveau, etc. Et donc en fait, en faisant ça la journée, la nuit, ce qui se passe, c'est que la journée, on arrive plus facilement à mettre de la distance avec ces pensées intrusives. C'est-à-dire que quand on commence à rentrer dans sa tête, à être dans un peu un schéma négatif de pensée, en fait c'est pareil, c'est que les pensées c'est des hallucinations créées par le cerveau au final, donc on arrive à mettre de la distance avec ces pensées, à ne plus s'y identifier ou à ne plus les considérer comme réelles, on sait que c'est juste des pensées. Et donc en fait le taf du rêve lucide est super intéressant pour ça. Et j'ai autre chose, alors qu'il y a des études là-dessus mais qui disent pas exactement ça, ça reste encore à prouver, mais là je pré-shot le futur, je sais même pas s'il y en a une exactement qui parle de ça. Mais donc en fait, t'as déjà eu toi quand tu pars dans la lune et que en fait tu pars dans ta tête à fond, et puis on t'appelle et puis après tu reviens à toi et tu sais plus à quoi tu étais en train de penser, tu vois. En fait c'est un peu pareil, c'est un peu le même mécanisme que quand on oublie ses rêves le matin. Tu veux, quand tu te lèves le matin et puis que tu sais plus de quoi tu rêvais, tes rêves c'est des pensées en fait qui sont plus légères et que tes pensées éveillées qui repartent dans le fond de ta tête dès que tu recommences à penser à ton travail. C'est comme si les pensées de travail, les pensées de la vie de tous les jours écrasaient un peu tes rêves. Et donc en fait en améliorant son rappel de rêve, on a plus facilement accès, on arrive plus facilement à rattraper en fait même les pensées de la vie de tous les jours quand on parle dans sa tête. C'est-à-dire que si tu as un meilleur rappel de rêve, quand tu pars dans la lune et que tu reviens, on te demande à quoi tu pensais, tu arriveras plus facilement à aller rechercher le truc parce que c'est un peu le même mécanisme que tu travailles. Quand tu pars dans ta tête comme ça, c'est comme si tu partais dans une forme d'auto-hypnose. En tout cas, tu as des pensées en fait qui se passent à un niveau plus profond de pensée que quand tu es éveillé. Et donc c'est un peu le même mécanisme que pour les rêves qui se passent eux aussi à un niveau plus profond. Donc travailler les rappels de rêve, ça permet d'avoir accès à une autre partie, à une autre couche de ses pensées et donc de créativité. Et il y a cette notion du travail de mise à distance des pensées qu'on voudrait éloigner, en général les pensées négatives du coup. Parfait. Et pour finir cette émission, l'anecdote la plus folle que tu aies vue ou entendue sur les rêves lucides? Oui, donc c'est un petit moment que je réfléchis. Là en fait j'ai du mal à me décider entre une expérience personnelle parce que à chaque fois c'est quand même assez incroyable. Il y a eu la première fois où j'ai réussi à voler pendant longtemps, parce qu'en fait le problème c'est que quand on vole, en général l'excitation va faire qu'on va se réveiller directement. C'est assez dur au début de réussir à voler avec la vitesse, l'air sur la peau et tout, etc., et de pas se réveiller d'excitation. C'est pareil pour la téléportation, mais je pense que moi ce qui me marque à chaque fois le plus, c'est les personnes qui apprennent les rêves lucides puis qui m'envoient un message. Et c'est vraiment pour deux situations à chaque fois, je trouve ça trop beau. C'est pour les cauchemars, où c'est des personnes qui font des cauchemars depuis longtemps et ils arrivent à modifier le scénario
scénario et du coup ça ne revient plus. Et là dernièrement, peut-être elle écoutera, j'ai une abonnée qui m'a dit donc sa maman était décédée et elle a réussi à revoir sa maman. Du coup parce que donc elle l'a fait apparaître. Donc pour faire apparaître quelqu'un dans un rêve, on peut pas la faire apparaître comme ça. En fait, il faut utiliser un détour narratif parce que faire apparaître quelque chose d'un coup comme ça déstabilise le scénario du rêve. Donc il y a des petites techniques. Et elle a pu revoir du coup sa maman, lui parler, tout, etc. Et donc ça lui a fait beaucoup de bien. Et ouais, c'est une belle situation en tout cas. Et je pense que j'en ai eu plusieurs comme ça. C'est à chaque fois, c'est une des choses que les gens font le plus dans leur rêve. Hein, c'est voler, revoir des personnes décédées ou les activités sexuelles. Mais du coup, il y a. Voilà, c'est chou. D'ailleurs, il y a des études pour ça. Si tu veux, on pourra en parler. Ils ont fait une étude sur ça. Mais qui montre que c'est les mêmes trucs dans la vraie vie et tout, bref. Mais que c'est les mêmes quoi. En fait, ils ont fait une étude où ils ont demandé. Voilà. C'est pas grave. Mais du coup, ils ont pris une rêveuse lucide expérimentée qui peut faire donc absolument ce qu'elle veut dans ses rêves et qui arrive du coup à en faire à l'hôpital parce que c'est encore le truc en plus. Mais du coup, ils lui disent bah, ok, quand tu deviens lucide dans ton rêve, tu nous fais le signal qui permet de savoir que tu rêves. Donc le signal, en fait, on l'a même pas dit au début, mais c'est un signal oculaire comme ça. Si on fait ça dans son rêve, imaginons que là je suis en train de rêver et que je fais comme ça, les scientifiques qui m'étudient vont voir à l'électrooculagramme que j'ai ce signal-là qui se fait. Et comme c'est un signal qui n'arrive jamais, en fait c'est le signe que je suis conscient. Et on voit certaines parties du cerveau se réactiver d'une certaine manière et tout, etc. Et donc en fait, elle doit faire un signe quand elle devient lucide, quand elle commence à coucher avec le mec qu'elle fait apparaître et au moment où elle a un orgasme. Et donc en fait, ils lui ont mis des capteurs partout pour voir et on voit que donc les muscles se contractent de la même manière, que ce soit pendant l'acte, qu'il y a des contractions musculaires et au niveau de l'orgasme aussi, parce que donc il y avait des capteurs là où il faut. Et du coup, il voit vraiment que dans son corps éveillé, les paramètres physiologiques évoluent, coïncident au moment où elle fait les signaux oculaires, etc. Donc on a vu que l'activité sexuelle est possible aussi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent les rêves lucides pour faire ça. Mais donc pour revenir à notre chère personne qui a revu sa maman, c'est aussi un des trucs où les gens font ça et ça c'est très beau, c'est très chouette. Et j'ai un ami par exemple qui lui a pu se réconcilier parce qu'il n'avait pas eu le temps de dire au revoir à son... c'est vraiment le montagne russe, mais bon. Ah oui, il n'avait pas eu le temps de dire au revoir à son grand-père et donc il a pu le revoir en rêve lucide pour lui parler et c'est très chouette. Et donc ça, c'est à chaque fois des très beaux témoignages. Bah écoute, en tout cas, on peut faire plein de choses, en tout cas avec les rêves lucides, hein, ça passe des rapports sexuels avec, mais on peut aussi faire des belles histoires, hein, comme cette personne qui a pu parler à sa mère décédée ou cette personne qui a pu parler à son grand-père. Donc il y a plein de possibilités, c'est une émission passionnante, je te remercie en tout cas pour cette merci émission. À toi pour l'invitation, c'est très chouette. Et nous on se retrouve de toute façon bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et on se retrouve très vite.